Bienvenue dans Asphalt. Cette fois-ci, nous allons essayer un modèle qui a fait véritablement une révolution sur le marché. Nous allons en parler juste après le sommaire. Pour démarrer cette émission, nous reviendrons sur la 20e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Nous essayerons la nouvelle Mercedes classe A, citadine et compacte. Le constructeur à l'étoile risque de surprendre la concurrence avec son nouveau style plus agressif. Mais avant de commencer notre essai, Asphalt vous dévoile en exclusivité la McLaren 720S. Le nouveau coupé était présenté en principauté le temps d'un après-midi et nous étions là. Et oui, nous étions bien présents au showroom McLaren pour découvrir en avant-première la nouvelle 720S. Le bolide représente la seconde génération des Super Series. Elle se caractérise avant tout par des lignes nettement plus fluides que la 650S. Ainsi, l'aileron arrière est désormais intégré à la carrosserie. La Supercar conserve également son système d'ouverture de porte en élytre avec un accès nettement plus simplifié. L'intérieur évolue aussi énormément avec une instrumentation 100% numérique et une ergonomie totalement repensée. Équipée d'un nouveau moteur V8 4 litres biturbo, la 720S, comme son nom l'indique, développe une puissance de 720 chevaux. Ah Gilles, bonjour, quelle surprise. Comment ça va? Tout va bien. Alors et vous m'avez ramené aujourd'hui une Mercedes classe A et en plus j'ai envie de dire qu'elle est équipée du pack AMG. Ah oui, elle est en effet magnifique, avec ce noir brillant et ses touches de chrome. Et elle a, comme vous l'avez précisé, toute la finition de la grosse, sa grande sœur. Tout à fait. C'est vrai que tout de suite, l'équipement AMG finalement rehausse ce côté sportif. Tout à fait. Et puis on verra au fur et à mesure de l'essai qu'elle a un petit comportement châssis avec un intérieur vraiment très sympa avec ce côté justement sportif qui la rend particulièrement jolie, je trouve. C'est vrai, avec notamment, bon, faut savoir que la classe A a été totalement restylée avec un bouclier avant, un bouclier arrière totalement repensé. Et attention, petite subtilité avec la calandre, et ça je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette calandre, elle est dénommée plus précisément calandre diamant. C'est plutôt joli, ça me plaît. Ah oui, en effet, non, je ne savais pas, mais c'est vrai qu'en la regardant, l'appareil on voit pourrait faire penser au scintillement d'un diamant. Absolument. Maintenant, reste à savoir si c'est un diamant également sur la route. À vous de me le dire. On y va. Sa ligne dénommée Fascination symbolise une certaine sportivité dite séduisante. Grâce à son kit carrosserie AMG, la classe A est notamment dotée de jantes alliage 18 pouces et d'une baguette décorative chromée sur le pare-choc avant. Finalement, une seule modification est bien visible, il s'agit de son extension de calandre qui lui permet de mettre en avant sa finition sport. Le pack exclusif AMG ajoute des sièges chauffants avec soutien lombaire à différents réglages. Les garnitures en cuir rehaussent l'habitacle tout en faisant écho à la planche de bord et aux contreportes. Le volant sport multifonction avec méplats ajoute cette note de sportivité. J'ai fini le monospace d'antan haut sur pattes, place à vraiment un modèle à caractère sportif, avec notamment un moteur assez boosté finalement. En fait, quand on essaye cette petite classe A, évidemment, elle a l'apparence et pas mal d'équipements de sa grande sœur
hein, la vraie AMG. Et du coup, en fait, ce modèle-là convient parfaitement aux amoureux d'avoir une belle voiture, des équipements, de l'esthétique, de la finition très classe de Mercedes, tout en ayant une motorisation beaucoup plus... Correct. Voilà, hein, beaucoup plus modeste. Typé urbain finalement. Exactement, avec un petit moteur diesel fort sympathique, qui a beaucoup de couple, qui est très souple, et qui en fait, je trouve, ne dénature pas trop avec l'équipement de l'auto. Donc une particularité avec cette commande de boîte, Gilles, que vous affectionnez particulièrement aussi. Hein? Ben oui, c'est vrai, je trouve que Mercedes a la caractéristique d'avoir, puisque là nous sommes en boîte automatique évidemment, d'avoir ben, boîte 7. Ouais, tout à fait, boîte 7 d'ailleurs qui est très... Les rapports sont très bien rapprochés, c'est vrai. Le passage des vitesses est très doux, donc en fait on n'a absolument aucun à-coup hein, lors du passage, et une très belle utilisation de toutes les plages moteurs, puisque cette vitesse, hein, plus on a de vitesse, plus on réduit l'utilisation de la plage moteur, et du coup ben, on a une parfaite utilisation du moteur. Donc pour en revenir à la commande de boîte, c'est vrai qu'on le voit hein, dans la plupart des Mercedes, on a la console centrale qui est très dégagée. Du coup on peut avoir des rangements. Pas mal de rangements, ça c'est important. Voilà, c'est très bien. Et on a cette petite commande qui est accessible en conduisant, hein, on le voit très bien là avec ma main posée sur le volant. Ben, je peux actionner donc, alors ben, c'est très simple, hein. On est en mode D, c'est drive. D'accord. R, eh ben, on fait la marche arrière. On appuie sur le bouton au bout de la commande, on est en position parking. Et on a en plus une petite option, évidemment, qui est fort sympathique et qui est en accord avec le modèle AMG, c'est-à-dire l'équipement AMG. On a des petites palettes, hein, pareil, qui ben, prennent le relais si on a envie de s'en servir et qui passent le relais à la boîte auto automatiquement au bout d'une certaine quelques secondes de pression sur une des commandes. Donc je trouve ça vraiment, franchement, très, très sympa et une belle ergonomie en fait. Exactement, vraiment très sympa. Les moteurs de la classe A bénéficient de différentes mesures améliorant son aérodynamisme avec une carrosserie surbaissée, autant d'innovations qui lui permettent de minimiser sa consommation et ses émissions de CO2. Gilles, une question. Est-ce que vous avez suivi cette année encore le rallye Monte-Carlo historique? Évidemment. Évidemment. Après le moderne, que j'ai trouvé quand même très très intéressant, évidemment, avec l'apparition des nouvelles réglementations et les nouvelles WRC. Tout à fait. Qui commencent à être de plus en plus monstrueuses, on va dire. Donc c'est très bien pour le rallye, puisque le public a de plus en plus de spectacles. Et les pilotes, apparemment, d'après les retours, s'en donnent à cœur joie. Ouais. Donc pour en revenir au Monte-Carlo historique, ben c'est toujours un grand moment de voir autant de voitures concentrées hein, sur une même épreuve, puis des voitures évidemment de qualité, puisque c'est tellement une discipline, une épreuve tellement renommée maintenant mondiale, qu'il arrive de part et d'autre de tous les collectionneurs du monde entier des pièces, hein, on peut dire ça, des pièces exceptionnelles. C'est vrai. Et on arrive à les voir en action, hein, vraiment comme à l'époque. Et franchement, pour moi, qui suis un grand passionné, c'est un pur plaisir. Et vous avez, je crois, une petite anecdote à ce sujet. Oui, justement, c'est vrai que hier, j'ai eu donc ben, l'occasion, je salue mon ami Dan, qui m'a fait l'immense plaisir de pouvoir essayer une Volvo de 1960, qui avait d'ailleurs couru au Monte Carlo, et j'ai eu l'occasion de la conduire un petit peu dans l'arrière-pays. C'est incroyable. Ben oui, je disais que c'était toujours fascinant de se replonger à l'époque des pilotes qui conduisaient ces voitures, pendant l'épreuve du Monte Carlo évidemment. C'était un sacré pilotage quand même. Ben oui, mais quand j'ai on été voit quand même... les autos, c'est incroyable. Mais franchement, j'ai été surpris. La voiture est quand même restée... pratiquement toute d'origine, hein. On n'a pas... Parce que souvent dans l'historique maintenant, c'est vrai qu'il y a deux idéologies. Il y a ceux qui veulent vraiment garder les autos comme elles étaient à l'époque. On appelle ça dans son jus. Voilà, exactement. Sans vouloir changer les amortisseurs, les nouvelles boîtes à vitesse, etc. Pour vraiment avoir la voiture comme elle se pilotait à l'époque. Et puis après, il y a ceux qui évidemment ont besoin d'un petit peu plus de performance et qui ne peuvent pas s'empêcher
d'être influencés par la nouvelle technologie et qui donc trichent un petit peu entre guillemets pour avoir un petit peu plus de perf lors des épreuves chronométrées. Et celle-là par contre était restée dans son jus, pour reprendre votre terme Vanessa. Et c'était vraiment sympa de voir que à l'époque sur la neige avec des engins comme ça, il fallait quand même avoir des super qualités. Oui, c'est sûr. Eh bien, sachez qu'Asphalt vous emmène une fois de plus sur les routes du rallye Monte-Carlo historique. Et sachez, Gilles, que cette année, l'épreuve fêtait en plus sa 20e participation déjà. Et plus de 350 engagés étaient au départ. Regardez. Stockholm, Glasgow, Lisbonne, Copenhague, Bad-Hambourg, Barcelone et Reims, les concurrents se sont élancés pour un parcours de concentration non sans difficulté, comme chaque année. On est parti de Lisbonne, donc c'est long, hein. On n'a pas dormi depuis 29 ou 30 heures. Et on est bien content d'arriver. Mais c'était bien, il y avait de la neige dans les Pyrénées. Et puis, on a eu un gros orage aussi à un moment donné, très gros orage. Écoute, à partir d'hier soir 10h, j'ai cherché une maison de retraite pour aller me coucher. On n'a pas trouvé, donc on est venu jusqu'à Monaco. Hein. Ouais. Non, ça s'est bien passé. On a eu un peu de neige pour se régaler un petit peu, s'amuser un petit peu. Sébastien, qui est né à son premier rallye à côté de moi, n'était jamais monté avec moi et puis dans une voiture de rallye. C'est son premier rallye. C'était incroyable, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Être dans la neige avec Jean pendant qu'il glissait et pendant qu'il glisse en train de me parler de tout et n'importe quoi, c'est incroyable, c'était super. Très bien, un petit peu fatigué, mais ça s'est bien passé. Pas de soucis particuliers sur ce parcours ? Non, pas de soucis particuliers. Enfin, quelques soucis de mécanique. On a fait un peu de mécanique quand même. Sur ce parcours de liaison, on a perdu l'accélérateur pendant un temps. On a fini une étape à 40 à l'heure. Heureusement, Michel connaît bien la voiture. Donc on s'est débrouillé pour finalement ne pas être pénalisé. Avant d'attaquer la mythique ZR Thouars-Sisteron, les équipages ont passé un contrôle horaire en plein cœur de Sisteron. Les spectateurs étaient venus nombreux ce matin malgré le froid. Des produits locaux dont les fameux tourtons de Champsor, qui ressemblent fortement à nos barbadjons monégasques, ont été distribués à chaque concurrent. 20 ans que le rallye Monte-Carlo historique fait rêver les spectateurs au bord des routes grâce à des autos emblématiques. Pour cet anniversaire particulier, un hommage officiellement rendu à la participation de Johnny Hallyday en 1967. Et parmi les grandes nouveautés de cette édition, 2 cols emblématiques ont été fermés pour le plus grand bonheur des concurrents. Les nouveautés de ce parcours cette année, vous avez vu, nous avons deux magnifiques épreuves Fombelle en particulier, qui ont été des épreuves qu'on a pu faire, qui sont fermées au public. Et la préfecture ont été très gentils et ils nous ont laissé passer. Je pense que ça s'est bien passé, en fait, c'est-à-dire on a eu beaucoup de monde dans les Charassons, on a eu beaucoup de monde dans tous les villages qu'on a traversés. En particulier, nous on est allé à Saint-André. C'était extraordinaire, un accueil incroyable. Si toute la France était comme ça, ce serait le paradis. Et en fait, on découvre pendant ce rallye qu'il y a des endroits complètement improbables. La population double. À Saint-André, là, ils sont 150 habitants dans l'année. Et là, ils étaient 300. Mais c'est incroyable le succès populaire de ce rallye. Pour nous, c'est vraiment sympa. Ça fait chaud au cœur. Comme à son habitude, l'historique est ouvert aux voitures ayant participé aux éditions des rallyes Monte-Carlo entre 1955 et 1980. Porsche 911, R8 Gordini, Citroën DS, les concurrents étaient cette année encore au rendez-vous de ce nouveau rallye Monte-Carlo historique. Avec de la neige sur le parcours, le bilan de cette étape de classement est plutôt positif. On est vivant déjà. Non, ça s'est bien passé. La première spéciale, on a eu un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de glace. Ça se voyait pas du tout. Et on est parti un peu en travers, mais bon, on s'en est sorti et voilà. Après la deuxième spéciale, je me souviens plus, il y a de la neige à la deuxième spéciale. Ah, c'était très sympa. Moi, j'ai cassé pas mal de fois sur le retour sur Valence. Et comme on habite Valence, ça a quand même plaisir de se retrouver ici et avec la voiture et entier. Donc, on est très content d'être là. Et alors? Écoutez, a priori, on est très satisfait. On s'est fait quelques frayeurs parce que ce matin, on est parti avec des pneus contacts et on nous avait dit que c'était sec et on a rencontré du verglas.
Mais bon, on s'en est bien sorti. Après, on a mis les clous et il fallait les clous pour descendre sur Sisteron. C'était tout verglacé. Et après, dans le Vercors, là, il y avait d'énormes rails de glace et tout ce qu'il fallait aussi pour bien glisser. On a un problème d'étalonnage, ça c'est un truc de jeune, c'est comme les iPhones, c'est des trucs qu'il faut maîtriser. Et on a quand même quelques soucis, donc, ce qui fait qu'on doit étalonner de façon à avoir une distance précise. Elle n'était pas précise et on a cherché, on a bidouillé toute la journée pour rien. C'est un arrêt incontournable. La remise accueille chaque année les concurrents du rallye Monte-Carlo historique. Pour l'étape commune effectuée ce lundi, la famille Johanny, les membres de l'Automobile Club, pilotes, copilotes, se sont retrouvés pour fêter dignement cette 20e édition. C'est toujours aussi émouvant et puis on voit que les années passent, mais on voit que la fête, elle perdure. On voit que la remise, comme sur un papier comme a fait, est immortelle et voilà, je suis fier de tout ça. C'est toujours un rendez-vous que j'attends avec impatience chaque année, voilà, et la fête est là. J'espère que ça durera encore de longues années. Et puis quand on voit le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est incroyable. Hein, d'année en année, ça prend de l'extension et je pense que le Monte-Carlo historique est à un très grand avenir et qu'il ne faut pas bouder cette manifestation dans notre région parce que pour moi, c'est l'avenir. On ne copiera jamais la remise, voilà. Jamais. Et c'est ma plus belle fierté. Bien restaurées, les explications sur le terrain ont repris de plus belle entre Burzet et Chambon. La compétition s'est ensuite poursuivie en Ardèche en passant par Saint-Pierre-sur-Doubs, col du Buisson. La journée s'est terminée par la Mastreplatz, une zone de régularité identique depuis 2015. Les concurrents, toujours en course, sont arrivés épuisés mais fiers au parc fermé à Valence dans la soirée. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On s'est promené en Ardèche, c'est sympa, hein, vraiment sympa l'Ardèche, ouais. Il n'y a pas beaucoup de neige, certes, un peu gris, un peu triste. Pour vendre l'Ardèche aujourd'hui, c'était pas évident. Moi qui connais bien, un peu triste, les pierres un peu noires, les gens un peu habillés. Non, c'était un peu brumeux. Mais nous, on s'est bien marré quand même. On a discuté, on a refait un peu la vie dans l'Ardèche. On a parlé d'un tel, un tel. Comme on est du coin, on a tous dit « Ah ouais, ici, il y a un tel et un tel et un tel, voilà. » Une journée assez riche de par la météo, on va dire, pas mal de brouillard. Et qui s'est quand même très bien passé. On découvre ce rallye, hein. On fait pas mal de régularité. On vient de faire le Monte-Carlo électrique au mois d'octobre, qui était aussi une première. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, effectivement, c'est plus silencieux. Et aujourd'hui, ça va, on s'en sort pas mal, quelques petites péripéties, mais bon, dans l'ensemble, on n'a pas abîmé la voiture, donc on rentre heureux à Valence ce soir. Cette étape, elle était très sinueuse et puis il y avait pas mal de boue, c'était glissant, mais comme toutes les spéciales d'aujourd'hui, de toute façon. C'était piégeux, quoi. Il faut faire attention. Pas de soucis particuliers? Non, nous, la voiture roule très bien depuis le départ, elle a bien été préparée, aucun souci. Et quelques heures avant l'étape finale de ce 20e rallye Monte-Carlo historique, le souverain s'est rendu sur le port de Monaco afin de donner le départ de l'ultime étape qui conclut chaque année ce rallye Monte-Carlo historique. Vous savez que l'histoire d'amour entre le sport auto et la principauté existe depuis très longtemps. Le rallye de Monte-Carlo, les premiers encore plus anciens que le Grand Prix. Et donc je crois vraiment que c'est une célébration du sport automobile en général, du sport bien sûr, mais et de tout ce qui a pu, de toutes les belles heures de sport et de sport automobile que l'on a pu vivre en Principauté et sur ces routes mythiques en France du rallye Monte-Carlo. Et bien sûr cette grande nuit, dite nuit du Turini, dont l'engouement persiste à travers les années et les décennies. Et là pour le prouver, je pense que c'est, et vous voyez bien le monde qu'il y a ici et l'engouement qu'il y a autour de ce rallye historique, parce que ça rappelle bien sûr de très beaux moments de sport. Programmée entre mardi et mercredi, cette dernière nuit était composée de 2 zones de régularité. Lucéram-Lantosque et la Bolène Vésubie-Moulinet-Sospel. Cette étape finale orchestrée par la fameuse boucle du Turini a réservé cette année encore de grandes surprises. Ça a été, on va dire, presque parfait pour nous. Dur, hein, la première spéciale de la boucle était
très, comment dire, très dur, quoi, parce que c'est une spéciale d'homme, on va dire. Hein. Mais autrement, on n'a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour la dernière nuit, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Les routes sont difficiles. Bon, on n'avait pas de neige, on n'avait pas de glace, mais c'était bien quand même. Il fallait rouler à fond dans la montée de la Cabanette notamment, la descente vers l'Auda, c'est des routes superbes qu'il faut absolument faire lors du rallye de Monte-Carlo. Pas de soucis particuliers, des choix de pneus difficiles. On a fait des mauvais choix dans 2 spéciales, on va dire. Donc ça nous a un peu pénalisé, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé, la voiture a bien marché et on n'a pas eu de panne. Michel Decrémer et Yannick Albert sur une Opel Ascona de 1979 remportent non sans difficulté ce 20e rallye Monte-Carlo historique. C'était un des plus beaux jours de ma vie, un sentiment énorme de joie et de bonheur. Voilà, ça fait la 5e participation. L'année passée, on était 4e et ici, on est super contents. L'épreuve s'est assez bien déroulée. Je dois dire qu'on a vraiment été constant et on n'a pas eu de soucis. Pas eu de soucis de tout le rallye jusqu'à la dernière nuit. En sortie d'une épingle dans l'avant-dernière spéciale, on a calé. On n'arrivait pas à redémarrer l'auto. Et là, on a cru que c'était perdu. Puis finalement, l'auto est repartie. On a cravaché pour essayer de rattraper. Et apparemment, c'était encore bon. C'est merveilleux. C'est un rêve qui se réalise. Au départ, jamais j'aurais pensé être si bien classé. C'était inimaginable. C'est ainsi que se referme la 20e édition du rallye Monte-Carlo historique. Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle épreuve avec, espérons, toujours plus de neige. Gilles, cette classe A me semble totalement équilibrée, avec finalement un train avant très précis et très rigoureux en motricité, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que je suis quand même assez surpris. Parce que bon, on sait Rappelons que c'est une traction, évidemment. Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est pas la grosse 4 roues motrices dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est sa grande sœur sur laquelle elle s'était un petit peu inspirée au niveau des équipements et du look. Mais en fait, chez Mercedes, ils sont allés un petit peu plus loin que simplement le plumage, on va dire. Et donc, elle est équipée de pneus taille basse, de grosses roues, de bons freins. Hein, à noter une petite particularité. Tout à l'heure, quand j'ai découvert le modèle, les disques sont percés à l'avant, avec des jolis étriers, siglés AMG, etc. Donc je trouve vraiment, quand on roule, qu'on retrouve cette volonté de donner un côté sportif à ce modèle. Donc on n'a pas simplement... oui, l'aspect design. Voilà, on a aussi, quand on conduit... L'aspect technique. Voilà, ça freine bien, ça a un très bon, je trouve, compromis entre le confort et la tenue de route. Franchement, avec un petit moteur sympa, modeste mais sympa, je trouve la voiture vraiment homogène et bien équilibrée. En plus d'être équilibrée sur la route, la classe A se veut intelligente. Le système de protection préventive des occupants est capable de détecter certaines situations critiques en amont et d'activer des mesures pour protéger les passagers. J'en venais à ce bilan puisque nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet essai? Écoutez, on a tendance sur asphalte à essayer beaucoup de modèles, souvent à tendance sportif, avec des supercars, etc. On a quand même la touche AMG. Voilà. On y revient. Il faut le dire, hein, on a la touche AMG, aussi bien en esthétique, en équipement intérieur, qu'en dynamique, c'est-à-dire en conduite à son volant. Donc je trouve que ce modèle est vraiment très réussi et j'incite... Peut-être un petit peu plus de chevaux, ça ne serait pas du luxe. Voilà. Peut-être que... C'est vraiment tout ce qu'on pourrait lui reprocher. Tout à fait. Hein, c'est un petit moteur 1500 qui est relativement modeste, même si ses capacités sont fort sympathiques, on en a parlé tout à l'heure. Mais je pense que Mercedes s'est gardé une petite carte. Et je pense que dans les futures années, un modèle diesel un peu surboosté va prendre le relais et proposer 2 possibilités sur ce modèle. Évidemment.
Bon, eh bien Gilles, moi je vous propose de retourner en principauté pour dire au revoir à l'équipe. Et puis je vous laisse repartir vers vos occupations nombreuses. On en reparlera. On en reparlera dans les prochaines émissions. L'année démarre, il y a pas mal de choses intéressantes, mais je vous laisse la surprise. D'accord. Au final, cette Mercedes classe A est assez sage dans son comportement. Elle est considérée comme une autoroutière car sa transmission se révèle assez bien adaptée. La belle dispose de suffisamment de souffle pour envisager les longs trajets, le tout avec une consommation tout à fait raisonnable. Cette émission est terminée, on se retrouve le mois prochain pour découvrir encore plus d'actualités automobiles, j'espère en votre compagnie Gilles. Évidemment, salut à tous. Merci beaucoup, à très vite.